Le meurtre d'Élodie Kulik ou le combat d'un père, épisode 1. Jackie Kulik, 72 ans, est un homme fatigué. Il dit de lui qu'il est maudit. De nombreux drames ont jalonné sa vie. Il a perdu 3 de ses enfants dans des circonstances différentes. Beaucoup auraient perdu pied à sa place. Lui est encore debout. Pendant près de 20 ans, cet homme s'est battu sans relâche pour voir le meurtrier de l'une de ses filles jugé et condamné. Élodie Kulik a été assassinée et brûlée en janvier 2002 sur une route de Picardie après avoir été violée. Elle avait 24 ans. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Longtemps, cette affaire est restée une énigme, ce qui fait du meurtre d'Élodie Kulik l'un des dossiers criminels les plus longs de l'histoire. 18 ans de traque à la recherche du meurtrier. C'est une affaire unique car elle aura permis une avancée considérable en matière de résolution d'enquête grâce à l'utilisation d'une toute nouvelle technique de recherche ADN. Mais aussi grâce au courage et à la ténacité d'un père qui a poussé les enquêteurs et les magistrats à ne jamais baisser les bras. Un jour donc, la science a parlé et les agresseurs d'Élodie Kulik ont été identifiés. Cette enquête criminelle est complexe, vous allez vous en rendre compte. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je serai accompagnée de Catherine Siguré, auteure du livre « L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père », paru aux éditions Presse de la Cité, qu'elle a écrit avec Jackie Kulik. Et dans le dernier épisode de cette saison, je serai en ligne avec Jackie Kulik, qui a accepté de répondre à mes questions. Voici donc l'histoire de Jackie Kulik et de son combat pour la vérité au nom de sa fille. La nuit est tombée depuis un moment ce jeudi 10 janvier 2002, quand Élodie Kulik ferme son agence bancaire de Péronne, une jolie petite ville de 8000 habitants dans la Somme. Élodie a passé son après-midi en rendez-vous avec des clients. Elle aime beaucoup son métier. À 24 ans, elle est directrice d'agence dans une banque de la région et elle est la plus jeune de France à ce poste-là. Ce soir, elle est de sortie. Elle a rendez-vous avec Hervé, un ami dans la ville de Saint-Quentin, à une vingtaine de kilomètres. Sur le chemin, elle s'arrête dans une boutique de déco. Elle a repéré un meuble. Elle demande à ce que la vendeuse le mette de côté. Élodie habite depuis 3 mois dans un 2 pièces en rez-de-chaussée qu'elle a décoré avec soin. À 19h, elle s'engouffre rapidement dans le bar latino, vêtue de son impair noir 3/4. Élodie est en avance. Assise seule à sa table, elle ne laisse pas les serveurs indifférents qui se battent pour aller lui servir son coca. Il faut dire qu'Élodie est particulièrement jolie. De longs et beaux cheveux dorés entourent son visage gracile. D'ailleurs, son surnom dans sa famille, c'est Boucle d'or. Très élégante dans son tailleur noir et son chemisier blanc, elle est rayonnante. Hervé arrive à 19h30. Le temps de commander une bière et les 2 copains filent dîner dans un restaurant chinois. Puis, la soirée se poursuit chez Hervé. Un dernier thé, une discussion autour de la musique. Le temps file. Il est déjà 23h35. Élodie enfile son manteau et salue son amie. Demain, elle ouvre l'agence tôt. Pas question d'arriver fatiguée. Il est 23h45 quand la jeune femme remonte dans sa Peugeot 106 grise, direction Péronne. Sur la route départementale 44, elle roule prudemment, comme à son habitude, sans jamais dépasser les 60 km/h. Pourtant, Élodie fait une embardée avec son véhicule qui se retourne et s'enfonce dans le bas-côté, dans un champ de betteraves. Au centre d'appel des pompiers à Amiens, la nuit est plutôt calme, jusqu'à cet appel à minuit 22. À l'autre bout du fil, une femme hurle. Ses cris sont terrifiants. Elle panique. Elle a du mal à respirer. Et l'opératrice ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle discerne une voix d'homme derrière la jeune femme. Encore une femme battue, pense-t-elle. Mais comment le vérifier ? L'appel se coupe net. Il a duré 26 secondes. L'opératrice rappelle au numéro qui s'est affiché. Messagerie. Elle recommence. Messagerie. Encore. En vain. La jeune femme n'est plus joignable.
Le lendemain, il est 8h15 lorsque les gendarmes de Péronne se rendent sur la départementale 44 à hauteur de Cartigny. Durant la nuit, 4 automobilistes leur ont signalé un véhicule abandonné sur le bas-côté, dans un champ, une 106 grise. La portière du conducteur était ouverte, le contact encore en marche et la radio branchée. Mais le capitaine Thierry Fouache n'a que 7 hommes dans sa brigade. Et pendant la nuit, ceux qui étaient de service étaient déjà en intervention. Bref, à son tour, il découvre cette 106 avec les clés sur le contact et un sac à main à l'intérieur. Grâce à la plaque d'immatriculation, les enquêteurs remontent rapidement jusqu'à sa propriétaire. Il s'agit d'Élodie Kulik, née le 29 décembre 1977 à Lens, dans le Pas-de-Calais. La voiture est envoyée aux experts de l'IRCGN, l'Institut criminel de recherche de la Gendarmerie nationale, pour une analyse complète. Ils recherchent de l'ADN ou des empreintes digitales. Sur le terrain, la zone où se trouvait le véhicule d'Élodie est inspectée. Un hélicoptère survole les environs, les champs de betteraves et les bois alentours. Mais la jeune femme est introuvable. Les gendarmes se rendent à son domicile de Péronne. L'appartement est vide. À son travail, elle ne s'est pas présentée. Les enquêteurs appellent aussi les hôpitaux de la région, les amis de la jeune femme. Élodie s'est comme volatilisée. Rosemary et Jackie, ses parents, sont inquiets. Ne pas leur donner de nouvelles, surtout le jour de leur anniversaire de mariage, ça ne lui ressemble pas du tout. Ils sont persuadés qu'il est arrivé quelque chose de grave à leur fille. La gendarmerie aussi. Les heures passent et Élodie reste introuvable. La presse locale annonce la disparition de la jeune femme et titre « Péronne, la directrice de banque a disparu ». Le 11 janvier, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Samedi 12 janvier au petit matin. Élodie a disparu depuis jeudi soir. Éric, ouvrier agricole, emprunte le chemin de terre qui mène à la décharge de déchets verts à Cartigny. Il veut se débarrasser de son fumier. Avant, c'était un terrain d'aviation ici. Peu de gens connaissent cet endroit. Éric a tellement froid qu'il sent des picotements sur son visage. Il n'a pas l'intention de traîner. Quand soudain, il tombe sur l'impensable. Un corps au sol, en partie dénudé, en partie calciné. C'est une femme, il en est sûr, ses longs cheveux blonds ne laissent pas de place au doute. Tout de suite, il fait le rapprochement. La jeune femme qui a disparu, la banquière, et si c'était elle ? Son corps dénudé, en partie brûlé, est retrouvé ici, samedi matin sur ce chemin de terre, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Qui pourrait avoir les mots pour décrypter la douleur des parents d'Élodie et de son plus jeune frère Fabien ? Pour quelle raison le sort s'acharne-t-il ainsi sur cette famille ? Jackie Kulik et sa femme Rosemary ont déjà perdu 2 enfants, de 5 et 6 ans. C'était en 1976. Une nuit noire, une plaque de verglas et une sortie de route. C'est Jackie qui conduisait. Il a sombré ensuite dans un profond coma pendant 23 jours. Rosemary est la seule qui s'en est sortie indemne, physiquement bien sûr. Il a fallu qu'elle tienne bon pour Jackie. Après avoir enterré seule ses 2 enfants, tous les jours, elle a veillé sur son mari, dans cette chambre d'hôpital. Et puis, Jackie s'est réveillé. Il a voulu se rendormir, crever pour rejoindre ses petits. 8 mois d'hôpital à se demander ce qu'il foutait encore là. Le couple s'est épaulé et avec le temps, il s'est relevé. Jackie et Rosemary ont donné à nouveau la vie. Élodie est née 1 an après le drame. Élodie, petite poupée blonde, boule de vie dans une famille endeuillée. Puis, 2 ans plus tard, est né Fabien. Les années qui ont suivi ont été heureuses. À Monchy, dans l'Oise, la jolie maison, les rires des enfants, les fêtes de famille, les parties de pétanque avec les amis et le travail à la poste pour Jackie. Des petits riens qui rendent le quotidien joyeux. Pendant 24 ans, les Kulik ont même été heureux. Mais dans cette famille, on dirait bien que le bonheur a toujours une date de fin. Jackie se demande ce qu'ils ont fait de mal pour subir autant de malheur.
À la gendarmerie de Péronne, l'équipe du capitaine Fouache, épaulée par la section de recherche d'Amiens, n'a qu'une obsession, retrouver le pourri qui a ôté la vie à cette jeune femme. Son corps est autopsié. Les constatations sont sans appel. Elle a été violée puis étranglée avant d'être brûlée. Brûlée. Mais pour quelle raison? Le tueur a-t-il voulu faire disparaître des indices? Si c'est le cas, il s'y est sacrément mal pris. Car sur la scène de crime, autour de la dépouille, il a laissé de nombreux éléments. Des mégots de cigarettes, un préservatif usagé, et même une serviette éponge avec des taches de peinture, une chaussette de la jeune femme et un sac plastique. A-t-il été surpris pendant son crime et pris la fuite de manière précipitée? Étrange, car le lieu est très isolé. Hormis l'usine Bonduelle que l'on aperçoit au loin, il n'y a que les plaines autour, typiques de cette région. Toujours est-il qu'après analyse, un ADN est retrouvé. Il est nucléaire, c'est-à-dire qu'il est complet. C'est la signature génétique du violeur et du meurtrier d'Élodie Kulik. Il y a aussi un ADN partiel. Nous sommes au début des années 2000 et les analyses ADN n'en sont qu'à leurs prémices. Très vite, à la section de recherche d'Amiens, une cellule baptisée Élodie est créée. Les gendarmes creusent dans la vie de la jeune femme, interrogent ses amis, ses ex, ses collègues, ses clients de la banque. Élodie n'avait aucun ennemi, aucun secret caché. Les contrôles routiers sont effectués le long de la D44. Des criminels et délinquants sexuels connus de la région sont interrogés. Les téléphones qui ont borné près du lieu du drame sont étudiés. Mais nous sommes en 2002. Tout le monde n'a pas encore de téléphone portable et le meurtrier d'Élodie n'en a peut-être pas. Alors les gendarmes vont étudier les appels sortants du portable d'Élodie. Et ils vont découvrir qu'à minuit et demi, le soir du drame, elle a composé le 18. Rappelez-vous, l'opératrice qui a pris son appel a pensé à des violences conjugales. L'enregistrement dure 26 secondes. Il est de piètre qualité. Les spécialistes vont nettoyer la bande et l'écouter plusieurs centaines de fois. Systématiquement, les cris de terreur d'Élodie leur donnent la nausée. Derrière les hurlements de la jeune femme, ils distinguent 2, peut-être 3 voix d'hommes. Leur intervention est très courte, pas plus de 3 secondes en tout, et ils ont un accent picard. Ce sont donc des gens du coin. Les enquêteurs semblent comprendre quelques phrases prononcées par un homme. « Éteins tes feux, passe-moi tes clés, enlève la batterie. » Connaissait-il Élodie? L'ont-ils suivi depuis sa sortie du restaurant? Ont-ils provoqué son accident? Difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que si Élodie appelle les secours, ce n'est pas pour faire part de son accident, mais pour alerter qu'elle est en danger. L'ADN retrouvé sur la scène de crime est analysé, mais il ne matche avec aucun répertorié au fichier des délinquants, ce qui veut dire que les meurtriers d'Élodie Kulik n'ont pas commis de crime. Qu'à cela ne tienne, les gendarmes en prélèveront près de 6000. Malgré tous ces efforts, l'enquête piétine. Jackie est dévasté, mais il a décidé de se battre. Le meurtre de sa fille ne restera pas impuni. Jackie a accès au dossier d'instruction. Il lit les PV, épluche tout dans le moindre détail. Il retourne sur les lieux du drame, cherche un indice. Enquêter, chercher, c'est sa seule chance de survivre à ce drame. Il appelle les enquêteurs, les oriente sur différentes pistes. Certains disent même qu'il pollue l'enquête, mais Jackie n'en a que faire. Pas question de rester sans rien faire et d'attendre derrière son téléphone. Pendant ce temps, Rosemary, la mère d'Élodie, perd pied. Elle sombre dans les abîmes du chagrin. Elle est une ombre presque morte. « 7 mois déjà que la jeune banquière a perdu la vie. Et cette enquête qui n'avance pas, quand un nouveau drame va à nouveau frapper la région. 8 juillet 2002, Buire-sur-l'Ancre, à 30 km de Péronne. Le corps dénudé d'une jeune femme est retrouvé dans un champ. Il s'agit de Patricia Leclerc, 19 ans. Patricia avait disparu 2 jours plus tôt en sortant de son travail. Un job d'été dans un fast-food à Albert. Son vélo a été retrouvé le long d'une route. Un agriculteur a découvert hier après-midi le corps derrière cette meule de foin. Face contre terre, le jean à demi défait. Et des gendarmes cherchaient aujourd'hui encore des indices. Depuis le signalement de sa disparition,
Une centaine d'hommes, des chiens, des hélicoptères avaient déjà fouillé la région. Patricia, 19 ans, devait rentrer de son travail à vélo samedi soir. Et si le meurtrier de cette jeune femme était le même que celui d'Élodie? C'est vrai que les similitudes entre les deux affaires sont nombreuses. Deux jeunes femmes kidnappées le long d'une route sombre, à la nuit tombée, violées et étranglées. Les gendarmes ratissent toute la Picardie. Des délinquants sexuels de la région sont entendus, leurs véhicules analysés, leur emploi du temps vérifié. Ils ont tous des alibis. Aucun n'est suspecté. Pour Rosemary, la mère d'Élodie, cette deuxième victime, c'est trop. C'est trop de malheur, c'est trop d'injustice. Elle est dévastée. Rosemary n'a plus l'énergie de se battre. Elle avale de la mort au rat et s'enfonce dans le coma. Jackie se retrouve seule avec Fabien, son plus jeune fils. Désormais, c'est lui qui ira parler tous les après-midi à Rosemary dans sa chambre d'hôpital. Comment garde-t-il le cap? Jackie ne travaille plus depuis le décès d'Élodie. Ses journées sont désormais rythmées entre l'hôpital, le cimetière et l'enquête. Une enquête qui ne donne aucune piste sérieuse. Rien. Quand, 6 semaines après le meurtre de Patricia, l'horreur frappe à nouveau dans la région. Le corps d'une troisième jeune femme a été retrouvé hier dans le département de la Somme, près d'Amiens. 3 jeunes femmes tuées en moins d'1 an. La troisième victime a été retrouvée dans un champ sous une camionnette volée près de Villers-Bretonneux. Elle s'appelait Christelle Dubuisson et elle avait 18 ans. Elle avait disparu la veille au soir, près de chez son père. Pour les gendarmes, c'est évident, un tueur en série rôde dans la Somme. 30 enquêteurs et 150 gendarmes sont mobilisés. Un hélicoptère survole les 3 zones des meurtres qui forment un triangle. Nuit et jour, des patrouilles et des contrôles routiers sont organisés. 3 familles endeuillées et une région entière qui vit désormais dans la peur et la psychose. Aux obsèques de Christelle, Jackie Kulik a tenu à être présent. Il partage la douleur de son père et de ses frères et sœurs. Et puis, il a un message à faire passer aux criminels. Je tenais à montrer aux tueurs que, si eux continuent, moi je continuerai aussi. Je serai derrière eux. Juste quelques bouquets de fleurs. Pas un mot, pas un cri. Sur le petit chemin de terre, la famille de Christelle, les proches, ses amis. Ils sont venus se souvenir. C'est ici que l'on a découvert mercredi le corps de la jeune fille, morte assassinée. Elle avait 18 ans. Dans le département de la Somme, c'est la psychose. En moins de 8 mois, 3 jeunes femmes ont été kidnappées et sauvagement tuées. Élodie Kulik, 24 ans. Patricia Leclerc, 19 ans. Et Christelle Dubuisson, 18 ans. Près de 600 000 habitants vivent dans la crainte d'un serial killer. Moi, je ne me suis même plus sortir toute seule. De toute façon, c'est sûr. Avant, je partais sur le Corby. Je suis déjà rentrée vers 4h du matin en scout ou bien un truc comme ça. Mais là, fini, quoi. Oh, c'est vite, là. Ouais, c'est vite, carrément vite. C'est désertique, même. D'habitude, il y a plein de monde sur la place, rien du tout. On a peur pour les enfants. Et c'est vrai qu'en parlant comme ça avec les voisins, on se sent tous plus ou moins touchés, quoi. Demain, ça peut nous arriver. J'ai trop peur, là. Oh non, ça m'a foutu la trouille, là. Contrairement à Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, le corps d'Élodie a été carbonisé et les profils des 3 femmes sont différents. Christelle et Patricia ont été suivies par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas du tout le cas d'Élodie, issue d'une famille sans histoire. Les enquêtes criminelles des 3 jeunes femmes sont donc séparées. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 affaires sont suivies au plus haut niveau de l'État. Le 4 septembre 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, reçoit les familles des victimes place Beauvau. Et il promet que tout sera mis en place pour retrouver le meurtrier de leur fille avec des moyens d'investigation supplémentaires. Déterminés, encore choqués et réunis pour ce rendez-vous, les familles des jeunes filles de la Somme attendaient d'être rassurées par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, sur les moyens mis en œuvre pour les enquêtes.
Durant 3 quarts d'heure, ses parents ainsi qu'une jeune amie de Christelle ont pu s'en expliquer avec lui. Même si aucun détail judiciaire de l'enquête, aucune confidence ne devait être donnée. Mais Nicolas Sarkozy, en présence du directeur de la gendarmerie, a répondu qu'il se rendrait bientôt dans la Somme afin de s'assurer des moyens des enquêteurs. Côté enquête, un ADN a été retrouvé sur la scène de crime de Patricia Leclerc, mais il n'est pas le même que celui découvert sur les lieux où le corps d'Élodie Kulik gisait. Comme le pensaient les enquêteurs, ce n'est donc pas le même meurtrier. Les hommes déjà entendus dans l'enquête de Patricia Leclerc sont aussi convoqués dans les recherches sur la mort de Christelle. Cette fois-ci, ils sont soumis à un prélèvement génétique. L'un des ADN match avec celui retrouvé sur les vêtements de Patricia. L'empreinte génétique qui ressort est celle d'un certain Jean-Paul Lecomte. Jean-Paul Lecomte. Il vient de passer 13 ans derrière les barreaux pour viol. 2 mois après sa libération, il a donc récidivé. Le 25 novembre 2002, au petit matin, les gendarmes débarquent dans le village de Méholt. C'est là que vit l'ancien détenu depuis sa sortie de prison, chez sa grand-mère. Les hommes de la section de recherche d'Amiens viennent le cueillir. Depuis sa petite cuisine, emmitouflé dans une robe de chambre sans âge, avec ses cheveux poivre et sel mal peignés et le regard triste, la grand-mère de Jean-Paul Lecomte refuse d'y croire. Non, non, c'est pas lui, voilà, non. Ils ont se trompé. Ils ont ramassé tous les couteaux, toutes les affaires qu'ils ont pris plein et puis parti avec. Pouvoir tout vérifier, puis toutes les débattures qu'ils ont pris pour vérifier, pouvoir vérifier, voilà. Mais c'est pas lui qui a tué la fille. Jean-Paul, elle l'aime comme son propre fils. C'est elle qui l'a élevé avec son mari. Sa fille et son gendre tenaient un commerce d'alimentation dans le village. Et ils avaient déjà 3 garçons quand Jean-Paul est né. Difficile d'en élever un 4e. Alors, de bonne grâce, les grands-parents s'en sont occupés. Chez eux, le petit Jean-Paul n'a jamais manqué de rien, mais il en a toujours voulu à sa mère. À l'adolescence, Jean-Paul a sombré dans la délinquance. Des vols, des bagarres, puis les viols à l'âge adulte. Il a été condamné à 17 ans de prison, mais avec les remises de peine, il est ressorti au bout de 13 ans, malgré un risque certain de récidive. Très vite, les enquêteurs se forgent la conviction que Jean-Paul Lecomte a tué Patricia et Christelle, mais pas Élodie. Jean-Paul Lecomte est un solitaire, alors que, rappelez-vous, sur la bande-son analysée par les enquêteurs, la nuit du meurtre d'Élodie, 2 hommes sont identifiés. Et puis, au moment du meurtre de la jeune banquière, Lecomte était encore en prison. En janvier 2005, le récidiviste est condamné par les assises de la Somme à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté pour le meurtre et le viol de Patricia. Une peine confirmée en appel. En 2008, dans un autre procès qui concerne le meurtre de Christelle Dubuisson, il sera de nouveau condamné à la prison à vie. Dans le cas de Christelle, l'enquête révélera que les taches de sperme retrouvées au niveau de sa culotte n'appartenaient pas à Jean-Paul Lecomte, mais au propre père de Christelle. L'adolescente a donc connu l'inceste puis la mort, une courte vie tragique. En l'apprenant, Jackie Kulik sera révolté, d'autant qu'il a soutenu ce père éploré. En attendant, les meurtriers de sa fille Élodie courent toujours et Jackie se retrouve seule dans son combat. « 10 années ont passé. Le visage de Jackie s'est creusé. Ses rides se sont marquées. Son épouse, Rosemary, après 9 années de coma, s'en est allée. Inlassablement, Jackie parcourt régulièrement les 80 km qui le séparent du lieu du drame dans l'espoir de découvrir un nouvel élément. Il multiplie les messes et les marches blanches en mémoire de sa fille. Il a même monté un blog, puis une page Facebook où des centaines d'anonymes lui témoignent son soutien. Ce qui me fait tenir, c'est le fait de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir. Ce qui le fait tenir, ce sont les progrès en matière ADN. Il en est convaincu, un jour, elles permettront de résoudre le meurtre de sa fille.
Depuis 2003, Jackie a rejoint l'association Angélique, qui milite pour la généralisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, c'est-à-dire un prélèvement ADN de tous les mis en cause par la justice. Plus ce fichier s'étoffe, plus les empreintes des meurtriers de sa fille ont des chances de s'y trouver. Avec les années, la cellule d'enquête Élodie à la section de recherche d'Amiens s'est vidée d'une grande partie de ses enquêteurs. Ils ne sont plus que 3, mais elle est toujours active. Les gendarmes n'ont jamais baissé les bras. Il faut dire que Jackie Kulik ne les lâche pas. Lui aussi continue d'enquêter, de vérifier la moindre information qu'on lui transmet. Il est attachant, Jackie, et tout le monde partage sa peine. Alors, on lui pardonne. Et surtout, les enquêteurs refusent d'abandonner les recherches. Nous sommes en 2010, un homme a rejoint la cellule Élodie au profil différent. C'est le lieutenant-colonel Emmanuel Famoy. Avant d'entrer en gendarmerie, il a étudié la biologie moléculaire. Il est devenu un expert des empreintes génétiques. Ce gendarme a une idée de génie. Il va imaginer une nouvelle technique d'analyse ADN qu'il va appliquer pour résoudre le meurtre d'Élodie Kulik. La recherche d'ADN en parentèle. En d'autres termes, retrouver un coupable grâce à sa famille en recoupant les ADN de ses parents. L'idée de la recherche en parentèle, c'est qu'en définitive, si je ne dispose pas d'un individu qui correspond en tout point à mon profil génétique au sein du FNAEG, peut-être que je vais avoir un parent biologique qui va s'approcher des caractéristiques du profil issu de la scène de crime. Et c'est tout simplement comme ça, en disposant d'un parent biologique et en tentant de remonter sur la bonne famille, qu'on va établir la recherche en parentèle. Si l'un des parents ou un frère du meurtrier d'Élodie se trouve dans le fichier des délinquants, car il a lui-même commis un acte grave, alors il matchera à 50% avec l'ADN du meurtrier d'Élodie, retrouvé sur la scène de crime. C'est un coup de poker, mais pourquoi ne pas le tenter ? Le 21 janvier 2012, l'affaire Élodie Kulik fait la une du 20h de France 2. Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé 10 ans après. Dans le fichier des délinquants, une empreinte génétique apparaît très proche de celle retrouvée sur la scène de crime d'Élodie Kulik. Cette empreinte est celle d'un délinquant sexuel incarcéré au moment de la mort d'Élodie. Il s'agit du père du meurtrier d'Élodie, Patrick Viard, le père de Grégory Viard. Grégory Viard est un jeune plombier qui habite à Montescourt-Liserolles, un village tout près de Péronne, là où habitait Élodie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout le profil du gendre idéal. Père d'un jeune garçon, il est connu pour des faits de violence conjugale. C'est un fêtard, porté sur la boisson et les filles. Il traîne toujours avec la même bande de copains, des passionnés de vitesse qui font partie d'un club de 4x4. C'est donc le principal suspect du meurtre de la jeune Élodie. Jackie Kulik s'effondre. Enfin, il peut mettre un visage et un nom sur l'un des meurtriers de sa fille. Sauf que, à nouveau, le sort s'acharne. 1 an après le crime, en 2003, Grégory Viard est mort dans un accident de la route. Son corps est exhumé pour être analysé. Il est 9h passées à peine quand le procureur réapparaît. Des cheveux, de la peau et un morceau d'os du cadavre vont désormais être analysés. Cette empreinte ADN sera comparée avec l'empreinte ADN trouvée sur les lieux. C'est tout simplement une confirmation de ce qu'on sait déjà, puisqu'il y a déjà eu une comparaison entre l'empreinte trouvée sur les lieux et puis une reconstitution d'empreintes à partir des empreintes du père et de la mère. Nul doute, Grégory Viard est bien l'agresseur d'Élodie Kulik. Reste à retrouver son complice, la deuxième voix entendue dans l'appel aux pompiers de la jeune femme la nuit du meurtre. Désormais, Jackie Kulik s'accroche à ce mince espoir. Les enquêteurs décident de mettre les copains de Grégory Viard sur écoute, ceux du club de 4x4. Et un personnage sort du lot, Willy Bardon. À Fiolaine, dans son village picard,
Willy Bardon laisse l'image d'un garçon un peu brut de décoffrage, comme on dit. Un fêtard invétéré, doublé d'un infidèle notoire, parfois agressif envers les femmes quand il a trop bu. Bardon a tenu un temps le bistrot du village, chez Will, mais les impayés se sont accumulés et il a mis la clé sous la porte. Il était très proche de Grégory Viard, avec qui il partageait ce goût pour la fête, les filles et la mécanique. Les deux hommes passaient une grande partie de leur temps libre au club de 4x4. Willy Bardon avait un ascendant fort sur Grégory Viard. Plus âgé, plus costaud, plus fort en gueule. Selon les enquêteurs, voici ce qui a pu se passer la nuit du drame. Willy Bardon et Grégory Viard se retrouvent pour une virée dans les bars. Ils croisent Élodie à la sortie du restaurant chinois. Ils la draguent, elle refuse leur avance. Pour se venger, ils la poursuivent jusqu'à provoquer son accident. La suite, on la connaît. Mais Willy Bardon n'a jamais été condamné pour des faits de violence. Depuis 10 ans, il se fait discret. Il vivote entre petits travaux de mécanique et indemnités de chômage. En janvier 2013, Willy Bardon et ses proches sont placés en garde à vue. Pendant leur interrogatoire, les gendarmes leur font écouter la bande-son de l'appel aux pompiers d'Élodie. Sur 6 personnes, 4 reconnaissent formellement la voix de Bardon, celle qui est plus posée. Cette voix dure à peine 2 secondes. Parmi les plus convaincus, il y a Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard et la mère de son fils. Elle reconnaît les 2 voix, Viard et Bardon. À son tour auditionné, l'homme suspecté se reconnaît sur la bande. « C'est ma voix », dit-il. Puis il se rétracte et déclare qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de la jeune banquière. Pourtant, selon ses proches, il connaît la décharge dans laquelle le corps d'Élodie a été retrouvé, un endroit isolé et difficile d'accès. À la fin de la garde à vue, tous les amis de Willy Bardon sont relâchés, sauf lui. Il est mis en examen pour le meurtre d'Élodie Kulik. Caché sous une couverture, menottes au poignet, le suspect part directement derrière les barreaux de la maison d'arrêt d'Amiens. Le doute l'a parfois étreint. Jackie Kulik connaîtrait-il un jour le ou les assassins de sa fille Élodie? Hier après-midi, ce père inconsolable ne cachait pas sa satisfaction. Moi je suis heureux, vous l'imaginez que depuis le temps où j'attends cette bonne nouvelle... Après presque 10 années de vie en apnée, Jackie reprend un peu son souffle, avec ce sentiment d'avoir respecté la promesse qu'il avait faite à sa fille sur sa tombe. Retrouver ses meurtriers. De son côté, Willy Bardon n'a pas l'intention d'avouer. Pour sa défense, il s'est entouré de maître Grégoire Lafarge, l'avocat entre autres du couple Balkany, et de Stéphane Dacot, un célèbre pénaliste du barreau d'Amiens. Tous deux jurent que le dossier de leur client est vide. Pas d'ADN, 0 aveu, aucune trace palmaire et une bande-son d'à peine quelques secondes. Après 15 mois de détention provisoire, les avocats de Willy Bardon obtiennent sa libération. 15 mois de détention pour Willy Bardon et cette décision des juges, un tournant symbolique. L'instruction se poursuit, la possibilité d'un procès n'est pas remise en cause, mais l'unique mise en examen dans l'enquête sur le viol et le meurtre d'Élodie Kulik il y a 12 ans n'est plus sous les verrous, difficile à avaler pour le père de la victime. Moi j'ai cru jusqu'au dernier moment que les juges ils garderaient leur raison, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est tout à fait nul. Pour le remettre en liberté, dans une maison dont il ne peut pas bouger, il y a quelque chose qui existe chez nous, chez la prison. Il était bien, il était à sa place, et donc il était protégé, il avait tout ce qu'il fallait. Willy Bardon est assigné à résidence avec bracelet électronique dans l'attente de son procès. Les avocats de la défense jouent la montre, de recours en recours. Il faudra encore 6 ans avant que le présumé coupable du meurtre d'Élodie Kulik soit traduit devant une cour d'assises. Jackie va devoir encore patienter avec sa peine comme éternel compagnon de route. Pour tenir, il peut compter sur ses amis, son fils, sa belle-fille, sa petite-fille et ses innombrables soutiens sur les réseaux sociaux. Dans son joli jardin,
À l'arrière de sa maison de briques rouges de Violaine, village du Pas-de-Calais, Jackie Kulik cultive des kiwis, des groseilles, des pêches, des figues, des poires. Il a la main verte, Jackie. Et puis, dans ces moments-là, il pense moins aux drames qui ont jalonné sa vie. La mort tragique de son père, un mineur d'origine polonaise, dans un accident de mobilette, alors qu'il n'avait que 13 ans. Puis, 3 de ses enfants et son épouse. Cela fait 17 ans que sa fille Élodie a été sauvagement tuée. Jackie avait 51 ans, il en a aujourd'hui 68. Il a appris qu'avec la justice, il fallait s'armer de patience. Le meurtre d'Élodie est devenu un cold case, comme on dit. Pour tromper sa solitude, il peut compter sur Yvonne. Elle est veuve, ils se connaissent depuis toujours. Yvonne et Jackie sont devenus des amis. Alors, quand Jackie lui a proposé de venir s'installer chez lui, Yvonne a dit oui. À deux, la peine est moins lourde à porter. Depuis 17 ans, Jackie Kulik s'est juré de retrouver l'assassin de sa fille Élodie et de le faire comparaître devant la justice. Aujourd'hui, c'est le grand jour, pour moi. Qu'est-ce que ça fait d'être là, monsieur, aujourd'hui, dans cette cour d'assises? Un grand soulagement. Hein, c'était un combat que j'ai mené depuis plus de 17 ans. Le jour se lève à peine, un épais brouillard refuse de quitter le ciel de la ville d'Amiens. Malgré le froid, il y a une agitation peu commune aux abords du palais de justice. De nombreux badauds, des journalistes, 80 au total, ont déjà envahi la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Certains reporters suivent l'affaire depuis ses débuts, comme Georges Charrière, du Courrier Picard. C'est son confrère Tony Poulain qui a pris sa relève, car Georges est à la retraite. Il est venu en ami pour soutenir Jackie. Oui, Jackie est devenu un ami. Il faut dire que la personnalité de l'ancien facteur impose le respect. La longévité de son combat est exceptionnelle. Tous ceux qui croisent sa route sont bouleversés par la personnalité de cet homme. Pour certains, il est un héros. Entouré de son fils Fabien, de ses proches, des anciens copains d'Élodie, des membres de l'association Angélique, il tente de se frayer un chemin entre les caméras et les micros qui se tendent. Il a amené avec lui le portrait de sa fille, le grand, celui qu'il présente à chaque interview. Élodie a les cheveux noués en chignon, avec 2 petites mèches blondes qui entourent son visage. Elle porte une tenue habillée, elle semble parler devant un micro. L'accusé, Willy Bardon, comparaît libre. Dans la salle d'audience, il s'installe à côté de ses avocats. Il a vieilli, son corps s'est épaissi et son crâne dégarni. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Stéphane Dacot, avocat de Willy Bardon. Et votre client, dans quel état d'esprit il est ce matin? Lui, il est extrêmement stressé parce que c'est pas évident de comparaître devant une cour d'assises. On s'adresse à des hommes et des femmes qui peuvent être influencés éventuellement par ce qui se dit. Il ne faut pas être pollué, il ne faut pas être influencé par tout ce qui s'est dit à l'extérieur. Et j'espère qu'ils vont être en capacité de se mettre dans ces conditions. Rarement, dans un procès d'assises, on a vu autant de pièces de procédure. 12 000 au total, répertoriées dans des dossiers blancs sanglés qui constituent un véritable mur. Comme dans un musée, des pièces à conviction sont exposées au public derrière une vitre épaisse. Parmi eux, il y a une cassette. C'est la bande sonore de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers la nuit de son meurtre. Pendant 3 semaines, 47 témoins vont défiler à la barre. Comment va se dérouler ce procès ? Quelle sera l'intime conviction des jurés, ces 9 personnes tirées au sort dont dépend la vie d'un homme? Pour parler de ce procès d'assises exceptionnel, je suis en ligne avec Catherine Siguré. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Les Presses de la Cité, L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père, que vous avez écrit avec Jackie Kulik. Catherine Siguré, avant de parler du procès, est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre avec Jackie Kulik et puis pour quelles raisons vous avez voulu écrire un livre sur son combat ? Alors moi, ça faisait une 15aine d'années à peu près que je suivais l'affaire, enfin en gros depuis même le début. Simplement, j'avais pas encore pris contact avec Jackie et je n'ai pris contact avec lui que après
second procès, en fait, quand il y a eu le verdict. Et moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré parce que je savais que l'enquête continuait vraiment grâce à lui et grâce à la pression, mais je dirais mesurée, mais qu'il mettait sur les enquêteurs, les magistrats, etc. Et quand je dis pression, c'était vraiment une attitude intelligente d'expliquer qu'il était encore là, qu'il ne lâchait pas, qu'il restait vigilant, et en même temps, tout en leur faisant confiance et en laissant le temps au temps, parce que le temps de la justice est très long. Donc, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré. Et quand la première interview, c'est après le second verdict, et moi, il y avait une phrase de lui qui m'avait marquée. Il m'avait dit on me dit que j'ai gagné, mais j'ai tout perdu. Et je trouvais que cette lucidité et cette compréhension qu'un verdict, en fait, ne rachète rien. C'est-à-dire que malheureusement, ça ne ramène pas les gens. Et l'absence de haine qu'il y avait, c'était remarquable. Et je me suis dit, là, il a vraiment quelque chose à transmettre, quoi, à tous les justiciables, je dirais, même si tout le monde n'est pas... se retrouve pas mêlé à une affaire de meurtre où il va être partie civile, mais... on a tous des combats, et je trouvais que sa façon d'aborder le combat était un modèle pour tout le monde, quoi. En tous les cas, il accepte de faire ce livre avec vous. Et là, on va parler du premier procès d'assises. Je précise que vous n'y étiez pas, mais que vous avez interviewé énormément de protagonistes qui y étaient afin de dépeindre ces quelques jours d'assises. Alors justement, on va parler du premier jour qui est consacré à la personnalité de l'accusé, Willy Bardon. Quel portrait est dépeint très vite de cet homme ? Willy Bardon, il a beaucoup choqué les gens, aussi bien les enquêteurs que les proches de Jackie, que des simples citoyens venus assister au procès, parce que c'est quelqu'un d'assez brutal, c'est quelqu'un qui a des méthodes un peu rustiques, aussi bien dans son quotidien de voisin que dans son rapport aux femmes. Et ça passe très, très mal, quoi. C'est quelqu'un où sa personnalité plaide contre lui, malheureusement. Ce que ne manqueront pas de souligner ses avocats, hein, mais sa personnalité plaide contre lui, parce qu'effectivement, c'est pas quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, quoi. C'est pas le genre idéal, c'est sûr. Le procès dure 3 semaines, et puis vient le jour de l'audition de Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard, le violeur d'Élodie, celui qui est décédé 1 an après le meurtre de la jeune femme dans un accident de voiture. Et c'est un témoignage très attendu, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Pour quelles raisons il est tant attendu, ce témoignage ? C'est un témoignage attendu parce qu'il y a beaucoup de choses troublantes. Elle a même failli être inculpée également. D'abord, on a retrouvé un ADN partiel qui pouvait être le sien sur un emballage de préservatif qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Alors, elle s'en est tirée par une pirouette assez étrange en disant « c'est parce que je les touchais, parce que je ne voulais pas qu'ils s'en servent, s'ils me trompaient ». Enfin, un truc qui ne tenait absolument pas debout, sachant que ça ne pouvait pas leur servir pour eux puisqu'elle était enceinte au moment des faits. Donc, il y a eu cette histoire on s'est demandé si elle était présente sur les lieux. Bon, après, les enquêteurs ont jugé que non. Mais ensuite, elle a beaucoup côtoyé le tandem de son compagnon et du fameux Willy Bardon, de l'accusé. Et elle explique le rapport qu'il y avait entre eux. Le plus jeune, qui était son compagnon, tentait un peu d'épater Willy Bardon, qui est un peu comme un chef de meute, quoi. Un grand frère. Ouais, grand frère dans le style mauvais genre, genre bande malfaisante, mais pas un modèle, mais c'est quelqu'un qui est très dominateur. Et en fait, Grégory Viard, qui est un petit gars plus frêle, plus enfant, etc., il essaie de l'épater, quoi. En tout cas, c'est ce que raconte Cathy. Voilà, c'est ce que raconte Cathy. Et par ailleurs, Cathy avait porté plainte contre Grégory en affirmant qu'il avait dit « je vais te brûler, te violer, etc. » comme les autres femmes, qui était une déposition qu'elle avait faite dans une gendarmerie, qui n'a pas été reliée à l'affaire Élodie et qui peut effectivement sembler curieuse. C'est-à-dire que soit il lui a dit ça parce que ça lui rappelait quelque chose de concret qu'il avait vécu, soit il était en tout cas hanté par le crime, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Il y a 2 choses, c'est que elle est réellement menacée par Grégory et qu'elle s'envoie ensuite des lettres anonymes à elle-même qui
qui évoquent le crime. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est des choses qui lui a dites, alors, ce qui est assez possible parce qu'il a souvent évoqué le crime par ailleurs, notamment dans des cafés, à des comptoirs de bistrot, etc. Et elle s'est envoyé des lettres anonymes qui donnent des détails du crime qui sont effectivement dans les journaux, mais c'est pour le moins troublant que ces deux-là soient hantés par le crime, quoi. Alors, ce qui est très possible aussi, c'est que elle a effectivement pas été là. De toute façon, c'est la vérité judiciaire, mais qu'elle se soit doutée de quelque chose. C'est-à-dire que sans doute, c'est une nuit où il est rentré tard, où tout le monde dit que par la suite, tous les deux, Willy Bardon et Grégory, ont changé d'attitude, sont devenus différents. Grégory s'est beaucoup alcoolisé l'année qui a suivi la mort d'Élodie. Ensuite, il est mort dans des circonstances troublantes qui ressemblent de très fort à un suicide. Et il y a beaucoup de choses, en fait, où sans doute que Cathy a perçu des choses. Et ensuite, son témoignage est aussi attendu puisque elle reconnaît la voix de Willy Bardon quand on fait écouter la fameuse bande sonore de l'appel au secours d'Élodie. Et elle est catégorique. Je précise que Grégory Viard, il est mort dans un accident de voiture, mais en effet dans des circonstances un peu étranges, ce qui fait peut-être penser à un suicide. Vient ensuite ce moment si difficile, celui de l'écoute de l'enregistrement de 26 secondes de l'appel d'Élodie aux pompiers le soir de son meurtre. Des casques ont été distribués aux jurés, à la défense et à la partie civile pour entendre au mieux ces quelques secondes effrayantes. Comment réagit le public à l'écoute de cet enregistrement? Alors, c'est à peu près la première chose dont tout le monde m'a parlé, c'est-à-dire que ce soit les enquêteurs, les juges, les personnes qui ont assisté au procès ou la famille de Jackie, tout le monde m'a dit « Ah, le procès et l'appel au secours ». C'est quelque chose qui les a traumatisés, au point que moi, j'ai eu l'occasion d'écouter la bande et me fiant à vraiment 100% des gens qui disaient qu'ils en avaient rêvé des nuits, je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a très fortement impressionné les gens parce qu'à défaut de reconnaître la voix de Willy Bardon, on entend évidemment les dernières secondes de quelqu'un et surtout de quelqu'un qui n'appelle pas au secours pour demander de l'aide, mais qui appelle en sachant qu'il va mourir. Tout le monde a témoigné de ça. C'était vraiment la voix de quelqu'un qui voyait la mort arriver, quoi. Terrible. Il y a ensuite le témoignage du père, Jackie Kulik, ce père héroïque qui n'a jamais rien lâché. Il vient raconter, lui, qui était sa fille Élodie. D'ailleurs, il a toujours ce portrait de sa fille à ses côtés. Il souhaite lui redonner de la vie quelque part. Comment on peut expliquer ce témoignage à la barre ? En fait, ce qui est formidable, c'est que Jackie, il redonne effectivement vie à sa fille et il en dresse surtout un portrait qu'il résume très bien à la fin en disant finalement, elle avait tout ce que vous n'avez pas. Et vous l'avez tuée à cause de ça. Et je crois que c'est très vrai, quoi. C'est que ce soit Willy Bardon ou non, hein, je rappelle que l'affaire est en cassation. Donc, en tout cas, Grégory Viard et les types avec qui il traînait et la bande d'une façon générale, ce sont des gens qui sont dans la haine des qualités qu'ont les autres, ce qui est quand même assez formidable, et surtout une envie de profaner l'innocence, la gentillesse, la douceur, la beauté. C'est quelqu'un de très délicat, il le dit, très marrante, très positive, enfin... D'ailleurs, c'est ce qui a un peu désespéré les enquêteurs au départ, c'est que ils se disent, dans la vie de la victime, il y a forcément quelque chose, elle s'est embrouillée avec des gens, ou bien elle est un peu ceci, un peu cela, enfin... quelque chose qui leur donne un fil à tirer. Là, ils n'ont aucun fil à tirer parce que c'est unanime. C'est vrai, c'est une femme qu'on dirait parfaite. Vient ensuite le temps des plaidoiries, celle de la défense de Willy Bardon, qui veut absolument montrer qu'il a beau être un salaud, si je puis dire, avec les femmes, cela ne fait pas de lui un coupable. Et puis, une fois de plus, ils estiment qu'il n'y a rien de concret, hormis cet appel contre leur client, un appel où, je précise, on n'entend que quelques secondes, à peine 1 ou 2 ou 3 secondes, les voix des hommes. Et puis, il raconte aussi les ratés de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce qui a été souligné, c'est qu'il y a un enregistrement qui n'a pas fonctionné d'une garde à vue. Je dirais que c'est assez marginal et d'autant plus marginal que finalement, c'est arrivé récemment dans le droit. Pendant très longtemps, les gardes à vue n'ont pas été enregistrées. Et puis, il y a des gens, enfin la défense a reproché à l'un des adjudants qui l'a assez mal pris, d'avoir vraiment enquêté à charge. Ce qui évidemment n'est pas mon sentiment, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une enquête bâclée, le fait qu'elle ait mis 20 ans, ça me semble quand même un peu long. C'est sûr, c'est vrai. Voilà.
On ne peut pas dire qu'ils ont essayé de faire au plus vite et au plus simple. Surtout quand on sait le nombre d'écoutes qu'il y a eu, le nombre d'auditions, le nombre de prélèvements ADN. Après 17 ans d'enquête, en tout cas 3 semaines d'audience et 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté pour l'enlèvement, séquestration suivie de mort, ainsi que viol en réunion. Les jurés sont encore plus sévères que le parquet qui n'avait pas retenu le viol. Jackie et son fils Fabien ont enfin le sentiment que la justice a été rendue à Élodie. On écoute Jackie Kulik, ému à la sortie de la salle d'audience. Justice est rendue à Élodie. Et je pourrais aller voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail. Sauf que, énorme coup de théâtre, alors que le verdict vient d'être rendu, Willy Bardon tente de se suicider. Écoutez à nouveau le reportage de France 2 du 7 décembre 2019. Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider. Tout s'est passé quelques instants plus tôt à l'énoncé du verdict. Dans le box des accusés, l'homme de 45 ans comparé libre. Il avale soudain une gélule. Alexandre Debosser, procureur de la République d'Amiens. Il a ingéré un produit qui s'appelle du thémique, qui est un pesticide interdit à la commercialisation sauf quelques usages très précis, et qui est un poison pour les animaux comme pour les humains, et qui provoque notamment des conséquences importantes sur le plan cardiovasculaire et sur le système nerveux. Catherine Siguré, on vient de l'entendre, Willy Bardon a avalé des pesticides, une fiole de pesticides pour mettre fin à ses jours. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu entrer avec ce poison dans la salle d'audience? Alors, on pense que, en fait, c'est un poison qui est un produit phytosanitaire, si j'ai bien compris. On pense qu'on a pu lui passer au parloir et que c'est quelque chose comme un peu une poudre, donc c'est assez invisible. Mais bon, comme le dit Jackie Kulik, le meilleur endroit quand même pour se suicider, c'est en public avec 90 personnes dans un centre-ville avec... Enfin, vous voyez, c'est quand même... Il a envie de marquer le coup, là. Il se dit, c'est... Oui. Vous n'aurez pas. Oui. C'est un endroit où il est quand même assez certain d'être secouru dans de brefs délais. Oui. Et comme dit Jackie, dont l'épouse est morte aussi de l'absorption de Morora, enfin qui lui a fait faire un coma pendant des années. Quand on veut mourir, en général, on y parvient. En l'occurrence, il aurait mieux valu le faire dans le silence de sa cellule que dans un palais de justice. En tout cas, a-t-il une réaction, lui, Jackie Kulik, quand il apprend que le meurtrier, alors présumé, on est obligé de dire ça, mais le meurtrier de sa fille souhaite mettre fin à ses jours comme ça dans une salle Jackie Kulik n'est pas inquiet du tout, en fait, parce qu'il est d'abord sous le choc du verdict, qu'ensuite, tout le monde ne comprend pas, y compris ses avocats à Willy Bardon. Personne ne comprend très bien ce qui s'est passé, enfin, personne ne s'inquiète vraiment sur le moment. Évidemment, il est secouru, etc. Mais on se dit, il n'est pas en danger, il a fait un geste malheureux, voilà. Donc Jackie reste complètement serein et surtout, il n'est pas dupe. Il se dit, il est probable qu'il ne va pas mourir, quoi. En tous les cas, il a vu juste, car 24 heures après son hospitalisation, Bardon est hors de danger, il va rester quelques jours à l'hôpital. Ses avocats, eux, vont faire appel. C'est donc un autre procès qui va avoir lieu en appel devant les assises de Douai en 2021. On en parlera avec Jackie Kulik dans l'épisode 4. Merci beaucoup, Catherine Siguré, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père », paru aux presses de la Cité. J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette affaire à lire votre livre. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. 14 avril 2021. C'est le premier jour du procès en appel de Willy Bardon, le meurtrier présumé d'Élodie Kulik. Contrairement au procès en première instance, l'homme arrive menotté et il est placé dans le box des accusés. Masque sur le visage, chemise sobre, il a changé de stratégie. Il accepte désormais de dire qu'il est un pervers sexuel. Oui, un pervers sexuel, mais non, pas un meurtrier. Voilà ce qu'il dit. Sa femme a créé un comité de soutien qui réunit 70 personnes. On est loin des milliers de personnes qui soutiennent Jackie sur les réseaux sociaux.
À la sortie de l'audience, elle accepte volontiers les interviews pour raconter que le Willy Bardon qu'elle connaît, celui qui a partagé sa vie, n'a rien d'un meurtrier. Pendant ce temps, dans la salle d'audience, casque sur les oreilles, les gens sont invités à écouter l'appel d'Élodie aux pompiers le soir du drame. Elle hurle de détresse et derrière, pendant quelques secondes, on entend 2 voix d'hommes peu distinctes. À la fin du procès, le parquet requiert 30 ans. Après 6 heures de délibéré, la cour rend son verdict. Willy Bardon est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Immédiatement, il décide de se pourvoir en cassation. Le combat judiciaire n'est donc toujours pas terminé. Jackie Kulik accorde une dernière déclaration à la presse avant de se retirer. Bon, vous l'avez vu que, doué comme un mien, il a réussi à ne tromper personne. Bon, maintenant, que voulez-vous que je vous dise du procès? Moi, ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez? J'ai tenu parole. J'avais dit qu'on les aurait. Bon, on les a eus. C'est la fin de mon combat. Messieurs, dames, je vous en prie. Jackie Kulik, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Jackie Kulik, pendant des années, vous vous êtes battu pour voir le meurtrier de votre fille Élodie devant la justice. J'ai raconté pendant 3 épisodes votre combat, le combat que vous avez mené. On va revenir avec vous 20 ans en arrière. Élodie est décédée à l'âge de 24 ans sur une route de Picardie. Son corps retrouvé dans un terrain vague, en partie brûlé, et on l'apprendra qu'elle a été violée. Les meurtriers ont laissé sur place de nombreux indices qui n'amènent à aucune piste. Mais, et c'est ça tout le combat que vous avez mené, il y a une partie d'un ADN inconnu à ce moment-là, auquel vous allez, Jackie, vous accrocher. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, écoutez, dès le départ, je savais qu'on avait un ADN nucléaire, donc comme je suivais de très très près ce problème d'ADN, j'avais vu que les Anglais, les Britanniques, qui étaient bien en avance par rapport à nous, en 2003 ou en 2004, prétendaient déjà qu'à partir d'un ADN nucléaire, on arriverait à établir un portrait robot. Et donc, je savais qu'avec l'ADN nucléaire, on tenait le meurtrier d'Élodie. Donc, il nous fallait attendre, il fallait passer par le FNEG. Malheureusement, au niveau du FNEG, l'ADN n'était pas répertorié. Donc, il a fallu attendre de nouveaux progrès de la science pour arriver à déterminer qui était l'auteur, qui était le possesseur de cet ADN. Exactement. Vous avez attendu 10 ans pour savoir à qui appartenait cet ADN. C'est donc celui de Grégory Viard. On va le découvrir car le père de Grégory Viard était en prison pour des faits d'agression sexuelle et donc il avait été prélevé et une partie de son ADN a matché avec celui retrouvé sur la scène de crime. Il faut préciser que ce procédé n'avait alors encore jamais été utilisé en France et c'est en cela aussi que votre combat est hors norme. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Oui, donc vous l'avez très bien raconté. Du reste, le père de Grégory Viard était en prison pour des atteintes sexuelles et le commandant Sam Hoy, qui était arrivé à la cellule Élodie à l'époque, qui était un biologiste, a été soutenu dans son action par le juge Jordan Buchan. Il lui a parlé de la possibilité d'un ADN apparentel. C'était une technique qu'il avait vue se développer aux États-Unis et il a demandé à ce qu'on puisse utiliser donc le juge Buchan avec l'accord du parquet, bien évidemment, a autorisé cette nouvelle méthode d'utilisation. Donc, à partir de ce moment-là, donc, on a déterminé que l'ADN de Grégory Viard était compatible avec l'ADN du père de Grégory Viard. Et bon, cette chance qu'on a eue, on a eu de la chance en définitive, à savoir que si le père de Grégory Viard avait été un honnête homme,
on cherchera encore peut-être aujourd'hui. Votre combat, Jackie Kulik, pour ceux qui vous connaissent, a été jalonné de drames. Alors que le meurtrier de votre fille est retrouvé, on vient de le dire, il s'agit de Grégory Viard, eh bien vous apprenez qu'il est mort 1 an après le meurtre dans un accident de voiture. À ce moment-là, comment vous réagissez, Jackie ? Écoutez, à ce moment-là, je me raccroche à ce qu'on a. Je me dis qu'en définitive, on a quand même l'enregistrement où Élodie appelle. Et donc, à partir de cet enregistrement-là, on sait qu'ils étaient au moins 2. Voyez-vous ? Et je me dis que, bon, au niveau de l'enquête, l'enquête va faire l'environnement de Grégory Viard et on va trouver, fatalement, on va trouver. Et du reste, c'est ce qui a été fait pendant quelques mois. Tout l'entourage de Grégory Viard a été mis sur écoute, interrogé et autres. Le tout pour arriver à Willy Bardon, qui était, comme on dit chez nous, cul et chemise avec Grégory Viard, qui était, bon, c'était des copains de virée, c'était des copains de boisson, c'était des, voilà. Donc, on a déterminé, il y a eu 2 éléments en définitive, la cassette audio où Élodie appelle et où on sait qu'il y a 2 voix. À partir du moment où on sait qu'il y a 2 personnes, les enquêteurs ont fait un travail minutieux pour dire d'identifier la seconde personne qui était avec Grégory Viard. Voilà, et c'est comme ça que Willy Bardon s'est donc retrouvé devant les assises, on va y revenir. Jackie, de l'avis de tous, vous êtes un homme d'une grande ténacité. Est-ce que vous pensez que sans votre courage, votre détermination, la cellule Élodie de la section de recherche d'Amiens aurait tenu aussi longtemps ? Écoutez, oui, parce que c'est pas qu'on avait rien, on avait quelque chose, mais il faut. Vous savez, les gendarmes me l'ont dit à l'époque, dans toute enquête, il faut toujours une part de chance. Et nous, on a eu cette chance-là d'avoir le commandant von Hoy et le juge Duquesne, qui ont utilisé cette nouvelle méthode d'investigation. Donc, moi, je suis à peu près certain que, on aurait fini par trouver, peut-être plus tard encore, mais on aurait fini par trouver. En tous les cas, Willy Bardon a été condamné par 2 cours d'assises, je l'ai raconté longuement, à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'est pourvu en cassation. Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs que les juges en cassation n'étudient pas le fond d'un dossier, mais la forme. Mais ce qui veut dire quand même pour vous, Jackie, que le combat n'est toujours pas terminé. Jackie Kulik, quand vous avez appris cette demande de pourvoi, comment vous avez encore vécu cette nouvelle étape? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'elle aura lieu? Oui, alors écoutez, le pourvoi, je l'ai vécu en direct parce que le procès se terminant à Douai, les avocats ont tout de suite annoncé qu'ils allaient se pourvoir en cassation. Donc, depuis la fin du procès de Douai, je savais qu'ils se pourvoiraient en cassation. Donc, ça a été, la cassation a examiné l'affaire le 26 octobre et elle va rendre son verdict, le 30 novembre. D'accord, donc c'est vraiment dans peu de jours. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'est-ce qu'on peut attendre? Elle peut casser et renvoyer devant un tribunal ou qu'est-ce qui peut se passer? La cassation peut effectivement casser et renvoyer devant un tribunal, mais ça, moi, je ne crois pas trop. Parce que pour moi, comme pour tout le monde, le crime forme un tout indissociable. De toute façon, il y était, on entend sa voix, il y était, donc enlèvement et séquestration, il y participe, il y était. Mais bon, Élodie est morte, je vous rappelle. Donc, pour moi, le crime forme un tout indissociable. Il n'y a pas de raison, il est coupable de crime également. Jackie Kulik, votre courage et votre ténacité ont ému la France entière. Vous avez été soutenu dans votre combat par vos proches, Fabien, votre fils, votre belle-fille, différents amis, les amis de toujours, et puis tous ces milliers d'anonymes, 20 000 il me semble, sur votre blog, sur Facebook. En quoi toutes ces mains tendues vous ont aidé et vous aident encore probablement? Elles m'aident toujours, parce que vous savez, la première chose que je fais le matin en me levant, c'est d'aller voir sur le blog. Et soyez rassurés, tous les jours, j'ai des tas de messages de soutien. Les gens qui ont vécu avec moi cette affaire, ils m'encouragent, ils continuent à m'encourager, il n'y a aucun doute. Je vois avec l'apparition du livre, là, dernièrement, j'ai eu l'occasion de me rendre
que le soutien était vraiment très fort partout, et très fort dans la région nord, plus fort encore en Picardie, mais dans toute la France et même à l'étranger, j'ai des appels qui émanent de l'étranger, donc c'est une affaire qui a été suivie un peu partout, et bon, je sais que j'ai participé à faire connaître. C'est peu de le dire. Qu'on n'oublie pas, je ne voulais pas qu'on oublie. Bien sûr. En tous les cas, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père avec Catherine Siguré qu'on a entendu dans l'épisode 3. Pourquoi, Jackie, avez-vous eu envie ou besoin d'écrire ce livre sur votre histoire, votre combat et celle de votre famille? Oui, écoutez, j'ai voulu par ce livre rendre hommage d'abord à Élodie, à sa maman, à ma famille et puis à tous les anonymes qui m'ont soutenu, à tous les enquêteurs également, les juges d'instruction différents qui n'ont jamais rien lâché. Bien sûr, j'étais derrière eux pour qu'ils sachent surtout que j'aurais pas lâché. En tous les cas, moi, ce livre, évidemment, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché. Ce livre, c'est 20 ans d'une longue bataille judiciaire et c'est 20 ans aussi d'une vie difficile. Je l'ai déjà dit, mais je le dis ici, vous avez perdu 2 enfants avant Élodie dans un accident de voiture. Vous avez perdu votre épouse, Rosemary, et vous avez aujourd'hui votre fils Fabien, je crois, une petite fille à vos côtés. Ce livre, il raconte tout cela. Ce livre, c'est le combat d'une vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut en parler? Oui, parce qu'on peut dire que même si par 2 fois j'ai gagné au procès, moi j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est une vie qui a été détruite. On parle de ma vie, mais il ne faut pas oublier que derrière j'ai un fils qui lui a connu aussi ses problèmes. Vous savez, c'est épouvantable pour un gamin d'une vingtaine d'années d'apprendre ces choses-là. Il lui a fallu aussi beaucoup de courage pour dire de surmonter. Voilà, j'ai voulu rendre hommage à tout le monde. Et Jackie, j'ai une toute dernière question. J'aimerais savoir comment vous allez aujourd'hui, vous, Jackie? Aujourd'hui, écoutez, j'ai bientôt 73 ans. Il va être temps que la justice me rende justice et qu'on arrête. Je voudrais un peu me reposer. Merci beaucoup, Jackie Kulik, d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie aussi Catherine Siguré qu'on a eu dans l'épisode 3 pour ce livre. J'invite tous nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur votre combat judiciaire de lire ce livre au nom de votre fille Jackie, qui est paru aux presses de la Cité. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Peu de temps après l'enregistrement de cette interview avec Jackie Kulik, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Willy Bardon en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Les avocats de Willy Bardon ont décidé de porter le combat encore plus haut. Ils ont décidé de former un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour que, ont-ils dit, la vérité puisse être faite et que Willy Bardon puisse être innocenté. C'est la fin de cette saison consacrée à l'affaire Élodie Kulik. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et merci d'être chaque saison de plus en plus nombreux à l'écoute d'Homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast ou des commentaires, à liker les pages Instagram ou Twitter.